À l'école primaire, il y a plusieurs types d'élèves. Ceux qui font des bêtises, ceux qui sont premiers de classe, ceux qui parlent au fond, et ceux qui éteignent tous les radiateurs de l'école. Moi, je faisais partie de cette dernière catégorie. C'était un peu mon passe-temps sur le chemin pour aller à la récréation en hiver. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi j'ai commencé à faire ça, mais ce qui est certain, c'est qu'à cette époque, je pensais que c'était les radiateurs qui étaient responsables du réchauffement de la planète. Je ne connaissais même pas les gaz à effet de serre. Certains élèves étaient interdits de récréation. Moi, j'étais interdit de me rapprocher des radiateurs. Alors, je suis passé à mon autre passe-temps, les billes. Il y avait une dizaine de billes que j'aimais particulièrement. Elles étaient transparentes et un peu colorées. Et à force de jouer avec elles, j'avais peur de les casser, de les abîmer. Donc je les ai prises, je les ai mises dans un sac et je les rangées au fond d'un placard, derrière une grosse pile de pulls. Un peu comme le petit prince qui a mis sous cloche sa fleur pour être sûr qu'il ne lui arrive rien. Un jour de grand ménage, 12 ans plus tard, je retombe sur ce sac de billes, exactement là où je l'avais laissé, puis complètement oublié. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. À cette époque, j'ai 19 ans et je prends conscience pour de vrai des enjeux environnementaux. J'apprends que les concentrations de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées depuis 800 000 ans. Nous nous dirigeons tout droit vers un monde à plus 3 degrés Celsius, voire encore davantage. On pourrait se dire, plus 3 degrés Celsius, c'est pas tant que ça, il suffit d'enlever un pull en hiver. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est un peu comme notre corps. À plus 3 degrés, nous avons une grosse fièvre. À plus 4, nous commençons à être vraiment malades et nous sommes au bord de l'évanouissement. À plus 5 degrés, le pronostic vital est engagé. J'apprends également qu'il y a d'autres seuils qui garantissent la viabilité et la stabilité de la Terre pour l'humanité. Il y a 9 limites et 6 sont déjà dépassées. Et je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais je ne suis pas ici pour vous rabâcher des choses que vous savez déjà. À cette époque, j'apprends également que mon mode de vie a un impact. Parce que je mange beaucoup de viande, j'achète neuf, je prends régulièrement la voiture et au moins tous les ans, je prends l'avion. Au début, je me dis que les écolos sont alarmistes et qu'il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Mais la boule au ventre reste. Et ça me prend dans les tripes. Mon mode de vie détruit la vie. Quel terrible oxymore. En faisant ce constat, et plus le temps passe, plus je ressens une dissonance cognitive. Ce que je fais n'est pas aligné avec ce que je devrais faire. En faisant ce constat, je ressens des écho-émotions, c'est-à-dire des émotions liées aux enjeux environnementaux qui sont profondément désagréables. Je ressens un profond mal-être. Alors, comme pour les radiateurs, je prends mon courage à deux mains. Je me lève et j'arrête de fuir. Moi qui voulais construire des avions et des fusées, je laisse de côté ce rêve d'adolescent pour aller vers mon rêve de jeune adulte. Je n'amènerai pas l'humain vers Mars, mais je ferai tout pour qu'il puisse rester sur Terre. Je change de filière in extremis. Je passe de l'aéronautique à l'environnement. Et cela a été la meilleure décision de ma vie. La boule de mal-être au ventre devient une soif d'action, une boule d'amour, d'envie et d'espoir. C'est de cela dont je suis venu vous parler, de cette manière de voir l'engagement écologique comme une source d'épanouissement,
et d'un profond alignement. Vous allez me dire, qui suis-je pour parler de ça? Je suis Robin Amaz, j'ai 27 ans, je suis ingénieur spécialisé dans les énergies et je travaille à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, où je pilote un dispositif de 90 millions d'euros pour décarboner le transport de marchandises. En parallèle, je donne des cours et des conférences dans des écoles d'ingénieurs, de sciences politiques, de commerce et dans des facultés. Mais je suis venu ici pour vous parler en tant qu'humain, et non pas en tant que travailleur. En tant qu'humain qui pense, qui aime et qui ressent des émotions. Et c'est justement en tant que cet humain que je suis convaincu que pour se mettre en mouvement, il faut avoir envie de se mettre en mouvement. Et pour cela, j'aime me rappeler deux choses. Je suis hyper stylé. Et je vis dans un monde hyper stylé. Nous sommes fantastiques. Et nous vivons dans un monde fantastique. Et pour vous convaincre, il va me suffire de deux arguments. Savez-vous quelle est la recette de la vie? Quels sont les atomes qui nous composent? La réponse tient en 6 lettres. Schnops. C pour carbone, H pour hydrogène, N pour azote, O pour oxygène, phosphore, soufre. Voilà les briques élémentaires de la vie. Maintenant, d'où viennent ces atomes? L'univers, peu de temps après le Big Bang, était composé uniquement d'hydrogène et d'hélium. Petit à petit, des étoiles émergent. Et en leur cœur, les conditions de température et de pression sont tellement importantes que la fusion nucléaire apparaît. Des atomes légers, d'hydrogène et d'hélium, fusionnent pour créer des atomes plus lourds comme le carbone et l'oxygène. Les atomes qui nous composent ont été forgés dans le cœur des étoiles. Nous sommes de la poussière d'étoiles. Et ce processus dépend de conditions extrêmement précises. Changer certaines valeurs à 10 exposant moins 60 près. Un 0, une virgule, 59 zéros et un 1. Et l'univers serait stérile. Nous ne serions même pas ici pour en parler. Pour mon deuxième point, je vais vous inviter à regarder votre main. Et ce qui est génial, c'est qu'a priori, on l'a toujours sur nous. Donc on peut le faire aussi dans le bus pour aller au travail ou alors sur une pause ou chez nous, en nous asseyant sur le canapé. Regardez la multitude de mouvements que peut faire votre main, en pliant et dépliant vos phalanges, en bougeant votre poignet. Tout cela est permis grâce à plus de 25 os, 25 articulations, une trentaine de muscles et une centaine de ligaments. Tout cela est dans votre main. Et elle résulte de 3,5 milliards d'années d'évolution de la vie sur Terre. 3,5 milliards. Elle est constituée d'atomes qui ont été forgés dans des étoiles, dans le cœur des étoiles. Ensuite, ces atomes ont navigué dans l'espace, ils ont été capturés par une petite boule, la Terre. Ils se sont fusionnés entre eux pour former des cellules et ils constituent votre main. Votre main résulte de 13,8 milliards d'années d'évolution de la matière. Tout cela est dans votre main. Et la chose incroyable, c'est que nous sommes en mesure de bouger cette main sans avoir aucune idée de comment nous le faisons. Nous sommes incroyables. Et franchement, ça fait du bien de se le rappeler. On devrait presque, s'applaudir tous les matins quand on se réveille. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de choses comme ça qui nous permettent de nous émerveiller devant ce qui nous entoure et nous compose. Ce sont des plaisirs et des trésors qui sont illimités, gratuits, accessibles à tout moment et complètement décarbonés, c'est-à-dire non polluants.
Une manière d'appliquer tout ça un peu plus concrètement, c'est de faire un carnet d'émerveillement ou de prendre des notes sur son téléphone le soir avant de se coucher, dans lesquelles on écrit tout ce qui nous a apporté de l'émerveillement ou de la gratitude dans la journée. Au début, ça vous prendra peut-être quelques minutes pour le remplir, ce carnet. Mais rapidement, vous vous surprendrez à ressentir de la gratitude au quotidien et sans même plus y prêter attention. Et c'est à partir de là que notre relation à la nature change. Nous prenons conscience que l'air que je respire vient des plantes qui m'alimentent. L'eau que je bois est la même eau qui tombe des nuages et qui alimente les plantes. Nous vivons sur la Terre dans une boule, dans un cycle fermé. Mais c'est un cycle. Et c'est valable même pour ce que nous considérons être sale. Pensez au fumier. Les déchets des uns sont le terreau fertile des autres. Lorsqu'on voit un beau paysage, on ressent ce sentiment d'appartenance, d'interdépendance, d'interconnexion. Nous sommes ici sur Terre et la nature fonctionne un peu comme des engrenages, les uns qui fonctionnent avec les autres. Si l'un casse, les autres ne peuvent plus bien fonctionner. De cela, on en déduit deux choses. La première, c'est qu'il est dans mon intérêt d'agir, car pour que j'aille bien, comme j'appartiens à la nature, il faut que la nature autour de moi aille bien. La seconde est la réciproque de la première. Comme j'appartiens à la nature, pour qu'elle aille bien, il faut que moi-même j'aille bien. Comment prendre soin de la nature si je ne prends pas soin de moi-même ? Et ce qui est super, c'est que les études les plus longues sur le bien-être humain montrent que pour être heureux, il faut créer des relations saines avec ses proches, être capable de donner un sens à sa vie, être capable de ressentir de l'émerveillement et de la gratitude, être capable de rendre service. Voyez-vous là où je vous amène ? Les clés pour une vie épanouie ne sont que des choses décarbonées. Et cela génère un profond espoir. Tout ce dont je viens de vous parler s'appelle l'écologie intérieure. C'est une manière de voir les enjeux écologiques et les éco-émotions que ces enjeux génèrent comme étant... Ces éco-émotions sont une source, sont un synonyme sain et légitime que quelque chose doit être fait. Imaginez par exemple que vous voyez votre appartement en train de brûler. Ça serait étrange de n'avoir aucune émotion, n'est-ce pas ? Les émotions vous appellent à faire quelque chose, à appeler les pompiers, à essayer d'éteindre le feu. C'est exactement pareil avec les enjeux environnementaux. Nos éco-émotions sont un signal sain et légitime que quelque chose doit être fait. Elles nous appellent à l'action. Et en agissant, on convertit ces éco-émotions en une force saine et stimulante. Ce que j'aime bien, c'est que, en se rappelant de ces différentes manières de s'émerveiller, on prend conscience qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, de voir l'engagement écologique, de s'épanouir et d'être heureux. C'est justement à ce sujet que nous écrivons un livre et que nous avons lancé un podcast qui s'appelle Terre et Merveille avec Blandine Rouche. Nous tendons notre micro à des scientifiques qui s'émerveillent devant les mystères de la nature, à des enfants qui nous partagent leurs récentes découvertes, à des maraîchers qui transforment la terre en légumes, et à des personnes âgées qui portent un regard beau sur le temps qui passe. Bref, il y a plusieurs manières de voir les choses. Et j'aime bien le montrer avec cette bille. Quand je la regarde ici, elle est rouge. Quand je la regarde ici, elle est blanche. Et ici, elle est marron. La manière dont je vois ma bille
dépend de l'inclinaison avec laquelle je la regarde, de la lumière qui l'éclaire et du décor qu'il y a derrière elle. C'est exactement pareil avec les enjeux environnementaux. À nous de nous demander comment souhaitons-nous les voir. Pour moi, la réponse est toute trouvée. J'agis par bon sens, par amour pour cette beauté, pour préserver l'essence même qui me compose. Je suis un scientifique, certes, mais j'agis aussi par poésie. Et en agissant ainsi, je montre que l'on peut en tirer un bonheur sain, décarboné, beaucoup plus durable et un profond alignement. En faisant cela, nous montrons qu'un futur plus apaisé, plus désirable et plus durable est possible. Nous devenons un peu ce que Gandhi nous invitait à être, c'est-à-dire le rayonnement radieux que nous souhaitons voir dans le monde de demain. Quand j'étais petit, j'éteignais les radiateurs. Maintenant, mon engagement est devenu une part intégrante de ma vie, autant que l'amour, l'amitié et la famille, parce qu'ils donnent un sens à ma vie. Et ce qui est génial, c'est que j'agis par émerveillement. Et cette capacité d'émerveillement, nous l'avons tous en nous. Peut-être qu'elle prend la poussière derrière une pile de pulls au fond d'un placard, mais elle est là. Il suffit d'ouvrir la porte du placard pour s'y reconnecter. Moi, c'est cette bille qui a rallumé la flamme. Et vous, quelle sera votre bille ?